Pierre-Emmanuel Veil avec nous, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Pierre-Emmanuel qui est déjà venu dans l'after, qui bosse dans la finance, qui connaît par cœur les sujets de multipropriété. Pourquoi ? Parce que Pierre-Emmanuel faisait encore récemment partie des actionnaires du Racing Club de Strasbourg et que donc tu as vécu de l'intérieur l'arrivée de Blue-Co. Alors là, notre idée de ce soir n'est pas de défendre le fait que Blue-Co ait repris Strasbourg, mais l'idée est de décrypter les mécanismes de la multipropriété, parce qu'en fait, on se rend compte, nous, on en parle régulièrement, parfois on ne maîtrise pas, nous, le sujet parfaitement aussi, faut le dire, parce qu'il y a autant de multipropriétés qu'il y a de modèles, quoi, donc c'est très divers. Et surtout, les afteriens qui nous écoutent régulièrement sont largement largués sur ces questions-là. Et souvent contre. Et là, en l'occurrence... Et souvent contre un peu de façon mécanique, en fait. Et là, tu vas, pour beaucoup de supporters de Strasbourg, apparaître comme celui qui s'est gavé sur le dos du club. Et grâce à Blue-Co, évidemment. N'est-ce pas ? On a entendu beaucoup de remarques de ce genre, mais... Je me dois d'être le relais des gens qui vont penser que tu es celui qui s'est gavé. Je précise ici que c'est justement au travers de cette vente qu'on s'est beaucoup posé de questions sur la multipropriété et le modèle de Blue-Co en particulier, parce que justement, on voulait laisser une situation très nette et très propre, et au contraire dans la progression, et pas partir justement et abandonner le navire. C'était le devoir qu'on avait vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des collectivités qui nous avaient fait confiance pour le stade, et vis-à-vis de Marc qui restait aussi. Alors, est-ce que tu comprends aujourd'hui pourquoi autant de supporters vous en veulent ? Alors, on ne va pas s'amuser à refaire indéfiniment à Strasbourg la majorité, minorité et la proportion de ceux qui sont OK ou pas OK. Il y a un noyau dur qui vous en veut et qui, dans l'imaginaire du football en général, parmi les supporters, sont rejoints dans les idées par d'autres. C'est quelque chose d'ailleurs dont il faudra parler également, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai juste envie de leur dire, regardez comment votre club est constitué. Et tu devrais être plus précis et pas dire pas les supporters, mais par les ultras. Voilà, et regardez mieux, parce que vaut mieux regarder chez soi plutôt que de regarder à côté. Je pense aux supporters de Rennes qui se sont fendus de banderoles. Il manquerait plus, je n'attendais plus que l'indécence jusqu'au bout, mais ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas, que les supporters du PSG se mêlent de cette histoire. Alors là, je pense que là, on atteindrait un niveau d'indécence absolu. Mais revenons au sujet. Pardon. J'entends. Et pour répondre à ce point, je crois qu'effectivement, le mouvement ultra a fait un peu un procès d'intention au départ à ces modèles de multipropriété. Nous, on s'est vraiment posé les questions point par point. On a essayé d'y répondre, mais c'est vrai qu'on a eu en face de nous souvent un mur plutôt qu'un dialogue. Maintenant, il y a un dialogue qui s'entame après des dialogue qui a ensuite été un peu fermé par le club, et les supporters en veulent au club maintenant d'avoir fermé de ce côté-là, quand même. J'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 10 derniers jours de la trêve internationale. Là, peut-être que les choses ont évolué. Je sais pas. J'espère que le dialogue va se réouvrir. En tout cas, je pense que c'est l'intérêt de personne d'avoir un dialogue fermé. Après, c'est surtout de l'incompréhension, et je comprends un certain nombre de supporters quand ils voient leur capitaine posé avec un maillot de Chelsea. Je comprends l'indignation. Après, il faut comprendre que même s'il y a des grands mots, multipropriété, finance, etc., ça reste des êtres humains. Emega, c'est un joueur. Il a signé un contrat. Il avait son intérêt aussi. Il avait sa sensibilité aussi quand il a signé à Chelsea. Et c'est ça qui fait que la communication a été mal maîtrisée. Alors, sortons un peu du cas de Strasbourg. Entre Ligue 1 et Ligue 2 en France, il y a 19 clubs qui sont concernés aujourd'hui par la multipropriété. 19 sur 36. C'est considérable quand même. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est une sorte de lame de fond en fait, qui emporte en fait, tout le foot européen en ce moment, Pierre-Emmanuel. Si vous me permettez un peu d'histoire, et ça fait écho aussi à l'article que j'avais écrit dans la revue de l'After, qui était la première, si je me souviens bien, sur, en fait, quand on parle de multipropriété, il faut réfléchir à la propriété des clubs. Et en fait, ça fait un petit moment que cette propriété, elle évolue. Alors, au début, c'était des communautés locales, c'était des entreprises, comme on voit dans la série Netflix, là, The English Game, qui est très bien d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est des communautés locales, des villes parfois, des quartiers qui créent ces clubs. Et puis ils ont tenu ces clubs. Strasbourg, ça appartenait à la ville pendant des années, jusqu'à la fin des années 80. Après, il a commencé à avoir des barons locaux, parce que les villes, elles n'étaient pas capables de prendre des décisions, ou des entreprises d'acheter des joueurs. Donc quand il a commencé à y avoir une mercantilisation des contrats, on a commencé à partir dans des propriétés qui étaient des barons locaux. Il y avait encore une certaine forme d'identité, donc ça plaisait moins que la ville, mais ça plaisait un peu quand même.
Puis après, on a eu des barons qui étaient moins locaux. Alors, c'était Tapi, c'était des hommes d'affaires qui ont introduit le marketing, etc. Et ça allait avec, en fait, l'exponentialité des problématiques financières. Plus les volatilités financières, c'est-à-dire plus les risques que devaient prendre les propriétaires étaient importants, plus la nature de ces propriétaires ont changé. Puisque tu reviens à l'époque d'English Game, rappeler aussi, c'est le grand paradoxe, que ceux qui estiment être extraits des classes populaires aujourd'hui et qui veulent défendre une sorte de fantasme de football ouvrier contre le football de la finance, c'est ces classes populaires-là qui ont inventé le foot business au départ, puisque c'est la noblesse et l'aristocratie qui ne voulaient surtout pas des transferts, qui ne voulaient surtout pas du business, qui ne voulaient pas du professionnalisme, et que c'est les classes ouvrières dans les usines qui ont développé le business et le fait de gagner sa vie comme ça. Toi, tu es un bon joueur, tu vas passer d'un club à un autre club, et c'est comme ça qu'est arrivé bien après le professionnalisme. Peut-être c'est un paradoxe que les gens n'ont pas forcément à l'esprit aujourd'hui, et beaucoup d'ultras non plus, sur l'évolution de ce business-là. Et puis il y aura également un autre paradoxe, c'est de croire à un moment que les clubs ont été bien gérés dans le passé qu'ils fantasment tous. Et on pourra parler de tous les clubs en Italie, en France, qui ont été des pompes à fric. Pardon. Je te donne toute une histoire à faire du business. Il y a toute une histoire du business, mais ce qui est en fait intéressant de voir, c'est que le modèle de la propriété, il a évolué parce que les amplitudes financières étaient de plus en plus importantes, et là où la ville pouvait plus, le baron local pouvait, puis le baron national pouvait, puis on est passé en France à des milliardaires, ou à l'étranger aussi, à des milliardaires ou à des États. Et maintenant, milliardaires qui venaient s'acheter une danseuse et qui perdaient tous de la thune. C'était moins majeur. Que les histoires qui se sont mal terminées, toutes. Il n'y en a pas une qui se termine bien. Exactement. Le modèle de multipropriété, il répond à encore plus d'amplitude financière. Après, on va en parler. Et nous, c'est une des raisons pour lesquelles on a cédé le club, parce que ça commençait à être des niveaux de risque que notre structure actionnariale n'étions plus capable de prendre. On aurait pu rester. Si on était resté, le club aurait plus pu évoluer. On a préféré se dire, voilà, c'est plus notre niveau, entre guillemets, en termes d'amplitude financière, et donc on cède à quelqu'un. Sauf que ça, cet argument-là, les ultras ne l'entendent pas. Ils se disent, si c'était pour qu'on garde notre identité, peu importe si on n'évoluait plus, peu importe si on stagnait. Mais c'est déjà quelque chose qui est parfois un petit peu difficile à entendre, mais alors après, je ne sais pas s'ils considèrent qu'ils vont se retrouver à une petite minorité à 2 ou 3 000 simplement au stade, avoir une équipe qui n'évolue plus, et ils sont contents quand même de venir. Mais ça, c'est un monde que moi j'ai approché de près, et même si j'étais dedans, je ne l'ai jamais compris. J'ai jamais compris le non-évolution. Tu parles de stagnation, mais vu ce qui s'est passé, la séquence, je ne dis pas qu'on avait tout anticipé, mais on avait quand même vu qu'il y avait des sujets. La séquence du Covid, puis de Mediapro, puis de la crise des droits télé qu'on a vue, est-ce que Strasbourg aurait stagné ou est-ce que Strasbourg serait descendu plus bas? Je ne sais pas, mais on était dans les 8 derniers budgets, ça c'est certain, et 8 derniers budgets égale risque. Comment nous on s'en serait sortis par rapport à d'autres, qui on aurait vendu, pas vendu, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la stagnation en football professionnel, ça n'existe pas. Quand on est dans les 8 derniers budgets, on est menacé. En fait, ce qu'il faut également expliquer, c'est que si on en est venu à avoir autant de ce genre de nouveaux modèles pour gérer les clubs, c'est parce que les anciens modèles ne pouvaient plus fonctionner et que les disparités dans le football professionnel, à partir du moment où sont arrivés des États, des grosses entreprises, il y avait trop d'écart. Soit on redessine complètement le football et on fait des ligues supranationales avec des élites, on divise en fonction de plus ou moins de la taille des budgets, soit on fait des ligues fermées pour que tout soit contrôlé à l'intérieur, les salaires, les budgets, mais si on continue avec ce modèle qui est ouvert, qui est la tradition, l'histoire de notre football, tu te retrouves avec tellement de disparités entre les clubs et tellement de clubs qui ont perdu de l'argent parce qu'il y a une sorte de course en avant à la dépense, au recrutement, au salaire, que une tonne de clubs se dirigeaient vers la faillite. Alors après la question qu'on a envie de poser, c'est, à t'écouter, c'est une fatalité qui est la multipropriété partout et tout le temps. Une forme 2. Une forme 2. Regarde, la famille Pozzo, par exemple, ça fait des années, on n'a pas parlé de multipropriété parce que c'est une famille. Mais ils ont Watford. C'est quasiment eux qui ont inventé le concept, les Pozzo.
Ils ont Watford, ils ont Grenade et Udine, je crois, Udinese. Udinese, c'est leur club de base. C'est là où, à l'époque, ils faisaient venir Alexis Sanchez, les grandes révélations de Sudam et machin. Donc, et c'était quoi leur modèle à eux? Eux, ils avaient un bon réseau en Amérique du Sud. Donc, ils se disaient, bon, il faut qu'on trouve un endroit où les mettre. Donc, c'était déjà le début de cette répartition des joueurs. Hein. Et puis, surtout, ils se sont créés de la stabilité financière. Ils se sont dit, bon, si Watford descend, c'est pas grave parce que l'Udinese est en Coupe d'Europe. Si l'Udinese ne fait pas la Coupe d'Europe, c'est pas grave parce que Watford monte en Première Ligue. Et ça, quelque part, c'est une forme d'unicité financière qui font qu'ils ont tenu. Parce qu'il y a des clubs français, quand Marseille ne fait pas la Ligue des Champions, c'est une catastrophe industrielle. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui paye. Mais sinon, il faut comprendre que si tu es le supporter de l'un de ces clubs, que tu sers, entre guillemets, de variable d'ajustement dans un groupe, tu te dis, oui, moi, je vais moins bien, mais le groupe, il s'en moque parce que l'autre club va bien. On a vu que Textor, par exemple, avec Botafogo, il avait fait son choix, c'était Botafogo sa priorité, et qu'il a fait payer Lyon pour Botafogo. J'entends, mais ça, c'est une dérive. Alors, si on juge tout à l'aune des dérives, oui, ça, c'est un problème, et je le dénonce. C'est pas parce que je défends quelque part le modèle de multipropriété qu'il n'y a pas des conneries qui sont faites. C'est un peu inéluctable si tu as plusieurs clubs, et si tu les gères. C'est difficile d'avoir tes 3 clubs qui performent et qui vont bien. En tout cas, c'est pour prendre l'exemple de Strasbourg ici, c'est ce que tu essayes de faire. Dans l'absolu, on dit on ne veut pas que ce soit un club annexe. Nous, c'est vraiment un truc. C'était le premier truc qu'on a posé sur la table des négociations. On ne voulait jamais pouvoir être vu comme un club annexe. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire, ça, en gros. Laisse Pierre-Emmanuel répondre, après on fera une pub. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne veut pas avoir de conflit d'intérêts notoire. Ça veut dire qu'on veut une identité du club qui soit conservée et qui soit forte. Ça veut dire qu'on veut des parcours joueurs qui soient clairement définis. Pierre-Emmanuel Veil avec nous. Je précise que tu bosses dans le monde de la finance, dans le monde des fonds d'investissement, donc c'est des sujets que tu connais très bien, outre le fait d'avoir été impliqué au Racing. Flo. Ouais, non, je veux juste revenir sur effectivement l'explication des garanties, entre guillemets, que tu disais avoir voulu mettre, entre guillemets, enfin, que vous aviez voulu mettre en faisant cette multipropriété. Alors, il y en a 2 sur lesquels je voulais revenir. Le parcours joueur, c'est difficile à tenir parce que des joueurs qui servent de prospects, et puis qu'on revend très vite, on en a vu, donc c'est difficile d'avoir un parcours joueur qui est uniquement en faveur de Strasbourg, même si effectivement à la base tu as de meilleurs joueurs que tu n'aurais sans doute pas pu avoir pour le club. Et la deuxième question qui est dans la même idée, c'est est-ce que vous avez cru en gros vous en tirer avec Marc Keller, qui était une sorte de garantie non-stop et éternelle du côté alsacien, et que finalement les supporters en gros disent on n'est pas dupes, c'est pas un seul homme qui peut empêcher le système de fonctionner. Daniel, le micro, tu peux le... Voilà, c'est bon. Le premier sur le parcours joueur, déjà de base, dans tous les clubs de France aujourd'hui, les joueurs se servent des clubs français comme tremplin. C'est pas nouveau. Maintenant, est-ce qu'à Strasbourg, on attire des meilleurs joueurs? Réponse oui. Est-ce qu'ils restent plus longtemps que ce qui serait resté dans notre ère? Réponse oui. C'est ça que je veux dire. Pas forcément. Pourquoi plus longtemps? Parce que un joueur, si on avait eu... Emega, il aurait sans doute été vendu cet été. Il serait parti. Diarra, il serait parti un an avant. Barco, il serait parti. Ces joueurs-là, ils seraient partis et ils restent pour plein de raisons. Ils restent parce que ils sont valorisés du point de vue des salaires. Ils restent parce qu'on joue la Coupe d'Europe. Ils restent parce qu'on arrive à créer... On a un entraîneur de très haut niveau qui les fait progresser, et voilà pourquoi ils restent. Et donc ça, c'est des garanties. Et parce que je rajoute que c'est le cas avec Emega, tu peux leur offrir une stratégie de carrière, en fait, en disant, il y a un autre club dans lequel tu vas pouvoir aller, et on s'engage à... On peut parler du cas Emega, parce qu'il a été le déclencheur de... Emega, c'est un joueur qui fait, on va dire, une demi-très grande saison l'année dernière. Il ne fait pas une saison complète, mais une demi-saison qui fait qu'on est appelé par la plupart des grands clubs européens. C'est sorti dans la presse, donc je peux en parler. Arsenal, Bayern, Newcastle et un dernier dont je ne me souviens plus. Évidemment, le joueur, il est intéressé. Mais il a quand même cette sensation que peut-être il ne sera pas titulaire dans ces clubs-là. Nous, avec Chelsea montre son intérêt et lui propose un parcours de carrière dans lequel il fait 1 an de plus à Strasbourg, capitaine d'un Strasbourg en Coupe d'Europe. Lui, il a beaucoup aimé son passage, il a envie de rester
Il a conscience peut-être que dans les grands clubs, il ne serait pas encore titulaire garanti, il ne jouerait pas les premiers rôles. Et il opte pour cette solution et il reste 1 an de plus pour notre plus grand plaisir. Là, je parle en tant que supporter. Donc nous, on est ravis. Après, il signait Chelsea parce que c'était l'engagement que le club avait pris. Le sujet sort dans la presse et encore une fois, c'est le choix du joueur. Il avait aussi ses propres intérêts. Il voulait que toute sa famille, que tout son pays le voit. Je te coupe parce que je veux sortir du cas strasbourgeois. Il y a une question qui revient souvent sur la multi, c'est les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Les fonds d'investissement américains basés à Los Angeles, je pense à Ares, les gens ont du mal à comprendre quel est l'intérêt. Moi, je ne sais pas si ça... Mais si, c'est important. Il faut faire de la pédagogie. Ok, mais bon. J'en suis convaincu. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi un fonds comme le cas de l'Ares par exemple est emblématique à Lyon, quel est leur intérêt à venir au capital d'un club français, parce on peut avoir le sentiment que c'est plus de problèmes que de rentabilité finalement. Absolument. Alors, Ares, c'est un cas à part. Au départ, il prêtait de l'argent. Donc, les cas où ça prête et où ça devient du capital sont encore des cas à part. Dans le cas des fonds d'investissement, de manière générale, il s'adresse à une catégorie de sociétés, et c'est ce que Daniel rappelait tout à l'heure, dont ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas tout à fait bien gérés et qu'ils n'étaient pas à leur plein potentiel de valorisation. D'ailleurs, c'est beaucoup de fonds américains, et les fonds américains, ils comparent au prix des franchises américaines de sport US, basket, baseball, hockey, et ils se disent il y a un tel écart de valorisation entre les clubs européens et les clubs américains, qu'en faisant du bon travail, et du bon travail, c'est justement exactement ce sur quoi la multipropriété opère, c'est-à-dire des effets d'échelle, des réseaux de masse, des bonnes pratiques qui sont répliquées dans chacun des clubs, des parcours joueurs pour être sûr que les joueurs du bon niveau sont dans la bonne ligue pour se préparer au plus haut niveau. Et donc, ils se disent, si on met en place une amélioration des opérations dans des clubs de football, amélioration de l'expérience spectateur, toutes ces choses qu'on connaît dans le sport US et qui peuvent être appliquées à une plus grande échelle dans le sport européen, ils se disent, à ce moment-là, on aura valorisé le capital de ces clubs et on pourra les revendre sans doute plus cher ou peut-être les transmettre à d'autres modes de propriété. Donc, ils voient une rentabilité claire et nette. Ouais, et la rentabilité, elle ne vient pas des opérations telles qu'on les connaît dans les clubs français récemment, puisque tous les clubs perdaient de l'argent quasiment, à l'exception de Strasbourg, mais c'est parce qu'on avait une belle histoire. Mais ils se disent que justement, ils peuvent appliquer des méthodes et des modèles qui vont faire que ça va devenir des entreprises vertueuses dont ils pourront tirer un profit, bien sûr. Mais en fait, moi, j'entends tout ça. Ok, Gilbert, tu penses que c'est bien d'expliquer ça? Pourquoi pas? Effectivement, au moins les choses sont claires. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois que vous avez expliqué ça, le supporter, l'ultra, ce qu'il va vous répondre, mais j'en ai rien à cirer, moi, ce que tu me racontes là. Rentabilité, moi, je m'en fous. Ils améliorent l'expérience supporter, tous ces mots-là que beaucoup de supporters ne peuvent pas entendre. Parce que ça les emmerde, parce que c'est du marketing, parce que c'est exactement comme quand on veut changer la musique d'entrée au Parc des Princes, ce genre de choses-là. Ça n'intéresse pas les supporters, ça. C'est pour ça qu'en fait, je préfère... Une catégorie des supporters. Ouais. La plupart des supporters. Vous avez fait 20 minutes sur le salaire de Dembélé tout à l'heure, c'est que ça intéresse quand même. Mais c'est pour ça que ce qui m'intéresse plus, c'est à la limite de discuter des illusions et des fantasmes des supporters. Et de leur expliquer pourquoi on a évolué de cette façon-là. Parce qu'avant, de toute façon, on s'est bercé d'une tonne d'illusions. On avait fait le 2e numéro de la revue sur l'identité. Tout est identité dans le foot. Et c'est toujours le mot qu'on entend. Il suffit de regarder les drapeaux des supporters. Ils font référence à la ville. En plus, ça va être dur à entendre pour certains, mais c'est la plupart du temps un imaginaire militaire et d'extrême droite dans les tribunes. Même quand les tribunes ne le sont pas, ce qui est véhiculé, c'est toujours un peu la bagarre, les noms de COP, d'armée, de ceci, de cela, l'emblème de la ville. Pas forcément. Tu as aussi la tradition familiale, tu as des choses comme ça, la transmission. Si tu regardes toutes les banderoles et si tu regardes les appellations et tout, on est dans quelque chose qui est très identitaire, qui est plutôt de l'ordre soit du nationalisme, soit de l'identité, du régionalisme, des choses que par ailleurs dans la vie privée, beaucoup doivent pas vraiment apprécié. Donc pour revenir à l'identité, moi je serais plus pour qu'on s'essaye d'expliquer qu'on s'est très longtemps bercé d'illusions. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au PSG, qui viendrait parler d'identité?
alors que le club est dirigé par un État étranger qui est venu pour faire de la politique et qui continue de faire la politique internationale en se servant du club. Et c'était pas fondamentalement mieux avant, quand ça a été géré par Colonie Capital ou même par Canal+, qui est venu au club pour rentabiliser ses droits télé. En fait, c'est mettre les gens face à un réalisme qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas entendre et pas comprendre. Moi, je pense que c'est plus ça le vrai combat. Les Marseillais, même chose. Autant ils peuvent défendre toute leur identité dans les tribunes et c'est très important pour eux, mais la gloire de l'OM est née d'un Parisien qui est allé faire du business là-bas et qui a laissé le club dans le caniveau. Et aujourd'hui, c'est un club dirigé par un Américain qui vient à Marseille comme ça et qui doit se boucher le nez quand il arrive parce que ça n'a rien à voir avec Boston et avec sa culture et avec qui sort son portefeuille tous les ans quand même. Lille, bon, bah, c'est la même chose. Il y a des drapeaux ultra identitaires, carrément flamands dans les tribunes. Ils sont très attachés à tout ça. Mais le proprio, je pense, n'en a rien à cirer. L'Étang n'est pas du tout lillois et Genesio encore moins. On peut continuer comme ça indéfiniment avec Monaco et les Russes. Et à toutes les époques, c'est comme ça. Qu'on fantasme sur le Real, le Barça, Bilbao, avec l'identité socios et avec le fait que Pérez est un vrai madrilène depuis qu'il est gamin, que le Mesquin Club, vraiment, la Porta, c'est des Catalans qui en plus expriment des idées politiques très fortes et parfois difficilement soutenables en plus, hein. Sans parler des Basques, hein, qui sont carrément dans, si on n'appelle pas ça du racisme, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, quand si tu n'es pas basque, tu n'as pas le droit de jouer dans un club. Donc en fait, c'est des réalités qu'en fait on n'explique pas ou auxquelles on ne veut pas réellement se confronter. Alors une fois que j'ai dit ça, moi je ne veux pas défendre tous ces nouveaux modèles et tout, je veux juste moi qu'on comprenne l'histoire du football, de ces clubs comme Milan, de Berlusconi qui ont... c'était dirigé par un homme politique véreux, qui a laissé le club dans la merde, dirigé aujourd'hui par des fonds d'investissement. Il y a une période de gloire du Grand Milan, mais bon, je sache, il n'était pas aimé par tout le monde, Berlusconi. Je ne parle même pas de l'Inter, que Moratti a dirigé avec sa famille et qu'il a endetté, mais jusqu'au cou, tellement il les a mis dans le caniveau, que c'était horrible. En Angleterre, aujourd'hui, je ne sais pas trop non plus... quand tu prends la direction des clubs, les présidents, les fonds d'investissement qui dirigent, les entraîneurs, les joueurs, où tu n'as quasi souvent pas d'anglais. Alors moi, je ne sais pas quel football on rêve et qu'est-ce qu'on fantasme, mais je trouve que quand on s'y penche de plus près, je pense que le foot vend du rêve, vend du fantasme, mais que la réalité, elle est bien différente. Alors on a parlé des des fonds d'investissement. Est-ce que toi, dans ce que tu vois sur la multi en général, il y a des modèles qui t'alertent quand tu vois le montage, tu dis oula, attention, ça c'est une multi dangereuse. Comment est-ce qu'on peut identifier une multi vertueuse d'une multi dangereuse? Oui. C'est une bonne question. Parce qu'il y a vraiment autant de modèles de multipropriété qu'il y a de multipropriété quasiment. Il y a quelques modèles vertueux qui se détachent un peu. Blueco en fait partie. Red Bull a été salué pour sa capacité à faire émerger des talents. Le Citigroup a été cité aussi pour sa capacité à avoir une vision du jeu qui est mondiale et arriver à faire valoir ses principes de jeu un peu partout dans le monde avec vraiment un chef de file comme Guardiola. Après, il y a des modèles qui visiblement sont des modèles à ne pas répliquer. Il y a des modèles qui sont très endettés, par exemple. Parce que ça, c'est une première alerte. Il y a des modèles qui financent avec du capital, donc de l'argent qui est là pour longtemps et pour rester. Et il y a des modèles qui financent énormément avec de la dette. Avec de la dette, et c'est le cas de Textor. Ouais. C'était le cas de Textor. C'est pas GG Lopez ? C'est le cas de Gérard Lopez également. Qui a coulé définitivement. Ces modèles-là, ils ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que le football est trop aléatoire encore, et même le modèle de multipropriété, le temps qu'il se mette en place, est incompatible avec ce type de levier et ce type de taux d'intérêt. Donc ça, c'est un premier indicateur. C'est juste un point. Par exemple, un gars qui signe par la dette, on l'avait dit quand il est arrivé, tout le monde le savait, pour Textor. Donc ça devrait être une alerte suffisante par rapport au club vendeur. Enfin, par rapport au club qui veut vendre et qui doit faire ce choix et ce tri. Jean-Michel Aulas nous l'a réexpliqué l'autre jour. Pour ça que je fais allusion à ça. Ouais. C'est la banque qu'ils avaient mandatée pour reprendre le club qui a finalement ramené Textor. Hein. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est même pas finalement des actionnaires eux-mêmes. Quand tu fais le débrief comme tu le fais là, tu cites les différents cas, c'est assez simple. On ne prend pas le risque d'aller se mettre dans la merde avec un gars qui se finance par la dette. Mais en fait, c'est déjà arrivé, ça va arriver encore. Mais se financer par la dette, ce n'est pas un gros mot. C'est une histoire de proportion. Après, effectivement, sans doute que les organismes de contrôle ne sont pas encore tout à fait adaptés
aux problématiques propres de la multipropriété. Mais par exemple, les transferts un peu... Les problèmes dont on parle, ce ne sont pas des problèmes liés à la multipropriété, mais plutôt aux multipropriétaires. En fait, parce que on a parlé du PSG, ils ont plusieurs clubs aussi, le Qatar, mais c'est pas un problème de multipropriété. Non, c'est pas la multipropriété, c'est certains types de multipropriété, et c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs clubs peut permettre de cacher des problèmes financiers. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé dans la dimension Eagle, de dire tiens, il manque 30 millions ici, mais je vais vendre un joueur à 30 millions, donc ça va pas se voir, je vais passer la DNCG. Donc ils arrivent à passer les organismes de contrôle en utilisant des techniques financières qui existaient avant. Hein. On en parlait hors antenne tout à l'heure. La Juve et le Barça avaient des problèmes de trésorerie chacun, de comptabilité chacun il y a quelques années. Ils ont décidé d'acheter respectivement Pjanic et Arthur à 80 millions. Alors je pense que personne ne les aurait payés un dixième de ce truc-là, parce que comptablement, ça faisait une plus-value importante de chaque côté et tout le monde était content. Et ça, c'était pas le même propriétaire. Ils se sont quand même arrangés. Ça, c'est fou. Hein. Il faut ça, se souvenir de ce truc-là. L'autre point, ça veut dire que pour les Marseillais, il y a Ake aussi, par exemple. Ake avec la Juventus, Ake contre Doumbia à 8 millions chacun. Donc l'une des pistes, si on entend bien, l'une des pistes pour améliorer le système et pour aller contre les mauvaises multipropriétés, c'est quand même les organismes de contrôle qui doivent être plus performants sur la lecture des entrants. Évidemment, et nous, les garanties, entre guillemets, qu'on a demandé, nous, à Strasbourg, c'est pour ça que j'en parle avec professionnalisme maintenant, c'est parce que je m'y suis intéressé, c'est les mêmes garanties qui devraient être demandées par les organismes de contrôle. D'ailleurs, la Première Ligue le fait pas mal du tout, mais c'est de la transparence sur les flux, d'où vient l'argent, est-ce que vous avez vous-même des prêteurs, la transparence financière, comment il a été gagné, même cet argent obtenu, des garanties sur les investissements dans les infrastructures. C'est des choses, d'ailleurs, qu'on l'a vu quand l'argent de CVC est arrivé, on disait, tiens, au club, il faut investir dans les infrastructures. Nous, c'est quelque chose qu'on a exigé. L'argent devait être fléché, avait dit le président de la LFP. Nous, c'est ce qu'on a... Mais ils ont vite perdu les flèches. C'est ce qu'on a exigé, et objectivement, Blue-Co était même au-delà des engagements qu'ils avaient pris dans les engagements dans les infrastructures, parce que ça reste, c'est pérenne pour le club. Les supporters, j'espère qu'ils voient bien ça. L'identité locale, il faut aussi, parce que je pense que c'est l'intérêt de tout le monde de garder une forme d'identité. C'est l'intérêt de Blue-Co que Strasbourg soit fort, c'est l'intérêt de Blue-Co que le stade soit plein, qu'il soit vivant. Alors, projetons-nous, Pierre-Emmanuel, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, 19 clubs sur 38 en multipropriété en Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que, comme à peu près tout le monde le pense aujourd'hui, tu confirmes qu'on va très vite avoir deux niveaux de développement, c'est-à-dire les clubs multi avec des gros moyens et les autres qui vont être en mode galérien total parce déjà que plus de droit et tout. Ce sera encore pire. Là, le gouffre, selon ton analyse, le gouffre va se grandir encore plus. Peut-être un intermédiaire avec des clubs style Rennes et un milliardaire derrière. Ah bah c'est oui. Rennes. Je parlais d'amplitude financière. Parfois, on discute parfois avec d'autres dirigeants. On va dire, il y a une histoire d'argent à investir. Tu dis à Strasbourg, on a envie de faire une équipe, ou à Rennes, on a envie de faire une équipe avec des joueurs qui valent, des titulaires qui valent à peu près, je sais pas moi, 20 millions d'euros, en se disant, c'est peut-être, on les revendra un jour 40 ou 60. Il faut déjà les mettre, les 200 millions pour avoir 10 joueurs à 20 millions. À Rennes, ils ont quelqu'un qui a pu amorcer la pompe, qui a fait des gros transferts, et après, tu rentres dans une dynamique positive où tu peux faire des plus-values, réinvestir tes plus-values, etc. Mais il faut bien avoir l'argent pour amorcer. Nous, quand on est monté de CFA2 jusqu'en première division, on a réussi avec les plus-values qu'on faisait, sans avoir à amener de nouvel argent, on a réussi à se maintenir en Ligue 1 et à y rester pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça serait très difficile à faire. Il n'y a plus de revenus de droits télé. Comment voulez-vous que une équipe qui monte fasse ça? Avec quel argent? Il faut bien que quelqu'un mette cet argent. Donc, pour conclure, la multipropriété est en train de sauver le foot français, en fait. Complètement. Mais pas seulement le foot français, le foot européen aussi. Daniel citait des exemples à l'étranger. C'est des modèles. Tous ne marcheront pas. Attention, la multipropriété, tout n'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, le modèle qui consiste à dire on met plus de rationalité dans la gestion, on mutualise un peu le risque, qui fait que quand il y a un club qui n'atteint pas ses objectifs, c'est pas une catastrophe et il va pas dans une descente aux enfers comme on a pu connaître, comme Lens a connu, comme Marseille a connu, comme Strasbourg a connu, comme Bordeaux est en train de connaître.
avec un certain nombre de résultats sportifs averses qui, au final, font que ça précipite la chute. Bordeaux, ils ne se qualifient pas en Coupe d'Europe, puis ils sont presque en Ligue 2, ils remontent presque en Ligue 1, mais finalement, ils ne remontent pas. Et la chute est encore plus importante. Dans un modèle mutualisé où il serait en multipropriété avec un club qui a, lui, bien performé, le propriétaire aurait les nerfs plus solides pour rester. Aujourd'hui, c'est le modèle qui s'impose et qui sera vertueux parce que les vilains petits canards de ce modèle disparaîtront aussi.